Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à cette table ronde sur l'écologie dans le secteur du numérique et de l'audiovisuel. Donc, autour de cette table, on a différentes actrices du domaine. Donc, on va avoir d'abord Madame Charline Rajad, donc, qui est Scrum Master et vous êtes engagée aussi personnellement dans l'écologie. Oui. Vous êtes aussi intervenante à l'Université de Grenoble et vous donnez des cours donc, sur la place de la femme dans le numérique, sur l'environnement et sur l'agilité en lien avec votre métier. Nous avons aussi Kim Zuretti. Bonjour. Bonjour, qui est fondatrice de SEO des Alpes. Donc vous êtes vraiment au cœur du métier aussi puisque vous créez en lien avec des professionnels des sites web de façon éco-responsable. Et nous avons également Madame Héloïse Bernard qui est donc chargée de mission à EcoProd. Donc c'est une association qui vient en aide aux entreprises de l'audiovisuel pour leur faire prendre conscience de leur empreinte environnementale et de les guider vers une approche donc plus éthique. Et on a nous-mêmes, donc Marion et Marion, étudiantes dans ce master à VMN. Donc nous allons animer la table ronde avec vous. Et déjà, merci beaucoup d'être présente ici. Merci à vous tous et à l'équipe. Merci. Donc pour commencer, on va vous introduire le sujet. Donc aujourd'hui, on est tous au courant de l'urgence climatique, avec par exemple le récent rapport du GIEC qui est assez préoccupant. Il y a de nombreux individus qui commencent à s'y mettre en réduisant leurs déchets ou en baissant leur chauffage au printemps par exemple. Mais on se demandait qu'en est-il au niveau professionnel. Donc il y a de nombreuses idées reçues sur le secteur de l'audiovisuel et du numérique, comme par exemple le fait que la dématérialisation permettrait de faire moins de papier et moins de déchets, alors qu'au final les data centers ne sont pas forcément mieux. Donc il y a de nombreux enjeux qui est de faire prendre conscience de cette réalité aux jeunes générations. Et donc, c'est essentiel qu'il y ait des actrices comme vous qui s'engagent. C'est donc pour ça aujourd'hui qu'on a fait appel à vous pour en savoir plus à ce niveau-là et pouvoir en savoir plus sur notre futur métier. Donc, pour commencer, on a une petite question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'écologie en quelques mots pour vous? On peut commencer par vous, Charlie. Ok. L'écologie, pour moi, c'est une histoire d'amour parce que j'ai fait mon premier master en écologie. Et en fait, j'étais passionnée de nature depuis toute petite. Pour vous dire, je comptais des escargots et c'était mon trip. Enfin, voilà. Et donc, j'en ai fait mon métier. J'ai travaillé dans les parcs naturels, etc. Donc, pour moi, l'écologie, c'est vraiment, au-delà de l'aspect énergétique, du chauffage que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment être proche de la nature, être proche des fleurs, être proche des animaux et comprendre tout ça, comment ça interagit et l'équilibre qu'il y a derrière. Voilà pour moi ce que c'est l'écologie. Le terme de l'écologie, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en fait. C'est né au 19e siècle où on s'est dit tiens, ça serait intéressant de faire attention à la nature. Mais c'est dans les années 60 qu'on a commencé à avoir certaines organisations qui se sont dit tiens, on va mettre en place des actions parce qu'on voit que c'est cata dans l'espace, dans la société, etc. Donc, en gros, l'écologie, c'est devenu un courant politique qui peut avoir peut-être différentes définitions. Mais en tout cas, l'écologie, maintenant, ça va dans notre société, sur différents secteurs d'activité, notamment sur le numérique. Voilà. Le numérique, aujourd'hui, à 30 ans, 32 ans, 33 ans. Et en fait, on s'est aperçu que l'écologie pouvait aussi accompagner le numérique pour en faire quelque chose. Donc pour moi, la définition de l'écologie, c'est vraiment un courant politique, un mouvement politique également, qui permet en tout cas d'analyser notre espace, notre environnement et essayer de le comprendre pour améliorer ou diminuer notre impact humain sur ce que l'on fait. Pour moi, l'écologie, c'est la promesse d'une société plus juste, plus respectueuse du vivant et donc de l'environnement et de ses habitants, les animaux et bien sûr les êtres humains. Et pour moi, c'est une opportunité de mettre fin à un système de surconsommation qui surexploite le vivant et les ressources et donc qui nous met en danger, mais qui aussi creuse les inégalités entre les êtres humains. Donc pour moi, c'est plus une opportunité qu'une série de contraintes comme souvent ça peut être présenté. Et c'est vrai que j'ai une vision très politique de l'écologie comme moyen d'action pour une société plus juste. Merci beaucoup. Donc vous les trois, vous êtes bien engagés au niveau professionnel dans ce secteur. On se demandait s'il y avait eu un déclic ou un événement majeur qui a fait que vous vous êtes dit, moi, dans mon métier,
j'ai envie d'avoir cet aspect écologique qui revient. Je sais pas trop si quelqu'un veut commencer. Je peux prendre la parole? Oui. Alors, on parle de ma vie professionnelle, mais ça a commencé avec ma vie personnelle. En fait, mon conjoint, lui, il avait fait un tour du monde, une année en tout cas, et en fait, il s'est aperçu toute la pollution qui existait, même matériel, déchets, etc. Et en fait, dans notre quotidien, on s'est dit qu'on allait diminuer, voire plus manger, par exemple, de viande. Ça s'est fait tout doucement. Voilà. On a vraiment suivi notre quotidien, etc., sans nous mettre des mesures drastiques. Et au fur et à mesure, ça s'est fait dans l'alimentation. Puis finalement, on a fait aussi le choix de ne pas prendre de voiture. À Grenoble, on a la possibilité de prendre une voiture comme la Cities. C'est une voiture de partage ou une voiture où tu peux prendre toi-même avec la carte ou à un moment précis, tu as besoin de la voiture, hop. On a les transports en commun, le train, etc. Donc dans ma vie professionnelle, ça s'est fait que, par exemple, tous mes déplacements, je les fais soit par cette Cities, cette voiture, soit par le train, soit en mettant mon vélo dans le train. Et voilà, je fais tous mes déplacements en étant le plus responsable possible. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de faire ça sur pas mal de petites choses. Et en fait, ça s'est fait que dans mon travail, le numérique, je me suis dit, si je souhaite continuer à aller dans ce secteur que j'aime, parce que j'adore le côté technique, j'aime bien. Et puis, c'est très difficile de revenir en arrière sur le numérique, où aujourd'hui, on sait qu'on est tous, entre guillemets, obligés, vu que la concurrence est présente, d'y être. Donc aujourd'hui, comment aller dans le numérique en faisant le moins de bêtises possible? On restera toujours polluant, on va dire, mais en tout cas, éviter la casse et en apportant le plus de conseils dessus. Et c'est comme ça que de mon quotidien à ma vie professionnelle, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire comment je peux faire le mieux possible. Voilà. Ok. Du coup, je peux prendre le bâton de parole. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans les parcs, dans les réserves, etc. Et en fait, j'étais vraiment confrontée tous les jours. J'avais déjà une sensibilité, on va dire, mais j'étais confrontée tous les jours à une baisse, on va dire, drastique des espèces. Et notamment, c'est assez triste, souvent on pense à des espèces rares qui disparaissent, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on a des indicateurs sur des espèces qui sont communes. Par exemple, le moineau domestique, c'est un oiseau qu'on voit couramment, etc., qui connaît de grandes chutes. Et ça m'a vraiment fait mal, quoi, de me dire, voilà, là, on en est, on le voit sur les relevés scientifiques que d'une année à l'autre, la population baisse, quoi. Et donc, d'ici, en fait, a commencé un peu ma réflexion, on va dire, un peu plus écologique, politique, pour revenir à ce qu'a dit Héloïse et Kim. J'ai commencé un peu à moins manger de viande, même d'un jour à l'autre, en fait, j'ai pris la décision, puis j'ai plus mangé de viande. Voilà, je vais souvent en vélo, etc. J'ai pris toutes ces décisions. Et par contre, un truc assez paradoxal, parce qu'il faut penser que l'humain est souvent paradoxal, c'est que j'ai fait une reconversion en informatique. Donc aujourd'hui, je travaille en informatique. Mais pour moi, c'était la condition, c'est que je retrouve un peu l'écologie là-dedans. Je me suis engagée dans une petite boîte qui fait du logiciel libre. C'est pas écologique, mais par contre, c'est plus éthique. C'est vraiment quelque chose qui est plus tourné vers l'humain. Et pour moi, à partir du moment où on commence vraiment à s'ouvrir à l'humain et à s'ouvrir à la nature, c'est déjà le premier pas pour avoir des comportements plus vertueux, en fait. J'avais une sensibilité au vivant très jeune. J'ai été végétarienne à 9 ans parce que j'ai été sensibilisée à ça très jeune. Mais après, je pense pas avoir eu de déclic particulier. C'est comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai grandi avec la menace de la crise écologique quotidiennement. Et donc, c'est au fur et à mesure que j'ai questionné mes pratiques personnelles. Ça s'est fait naturellement au fil du temps en changeant mes habitudes. J'ai fait des études d'histoire et sciences politiques et ça m'a fait prendre conscience du fonctionnement de nos sociétés modernes, son rapport au vivant, qui n'a pas toujours été le même suivant les époques et les cultures, et que ce rapport à notre planète un peu basé sur l'exploitation de ressources, elle n'est pas immuable et que ça peut changer. On peut changer ce rapport-là, nos mentalités. Et du coup, j'ai décidé, après ces études d'histoire, de m'orienter vers des études de développement durable pour travailler dans le secteur de la transition écologique parce que je voulais que mon engagement personnel il aille plus loin et que ça dépasse ma sphère personnelle et que tous les jours je me lève pour cette cause-là.
Et aujourd'hui, je suis chez EcoProd, qui œuvre pour la transition écologique du secteur de l'audiovisuel et du cinéma, parce que je pense que euh, ces secteurs portent des messages, sont des influenceurs de société. On est un petit peu, on peut créer les imaginaires, et donc vis-à-vis de ça, on a une responsabilité, aussi bien sur le contenu qu'on peut proposer que sur la forme, puisque si on porte certains messages, il faut aussi être exemplaire sur la manière de produire. On va passer à une partie un peu sur les enjeux de l'écologie. Donc on a pu, grâce à des sources comme ADEME, Green IT, qui ont été il n'y a pas longtemps réunis dans un article de Libération, voir que on parle beaucoup aussi des secteurs, par exemple, les secteurs qui sont plus touchés par l'empreinte carbone, donc le transport, donc on en parle avec des changements comme le vélo, le train, etc. Tout ce qui est aussi l'alimentation, tout ce qui est les logements, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, on entend aussi beaucoup parler des problèmes liés à l'habillement, à la fast fashion et tout ça. Et en fait, pas loin derrière, au niveau des chiffres, il y avait le numérique. Et du coup, on se demandait, est-ce que vous pensez que le numérique est assez représenté par rapport à cette question de l'empreinte carbone, enfin le numérique et l'audiovisuel actuellement dans nos vies, si on n'est pas forcément professionnel? Je peux commencer? Ok. Le numérique, comme tu l'as dit, c'est hyper énergivore. Quand on parle du numérique, on parle vraiment de tous nos usages de l'informatique. Donc, les derniers chiffres, je crois que c'était 4% du rejet de CO2. C'est assez énorme. Et en fait, on a une problématique, c'est qu'on essaye de démocratiser le numérique afin que chacun puisse avoir accès. On commence même à utiliser et à parler de la 5G, ou dans certaines campagnes, la 4G, ou même à Grenoble, la 4G, elle n'est pas parfaite partout. On est toujours à vouloir amener beaucoup plus d'énergie, de ressources, etc. Et pourtant, on n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions si aujourd'hui c'est nécessaire. Qu'est-ce que ça nous consomme? Qu'est-ce que ça consomme? Et est-ce qu'on en a réellement besoin? Et le problème, c'est que la population qui veut aller sur le numérique, avec la démocratisation, etc., ils veulent aller vite, en fait. Ils veulent juste avoir un site Internet, ils veulent juste vendre leurs produits, et ils veulent survivre, en fait, commercialement parlant, etc. Et la problématique, c'est que si on commence à leur parler d'écologie, c'est pas leur priorité aujourd'hui. Et donc, soit on fait passer par une agence, mais ça coûte cher pour faire quelque chose de moins, on va dire, lourd, énergivore. Soit ils vont le faire par eux-mêmes. Et donc, du coup, ça va être ce que ça va être. Et voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas encore beaucoup, en tout cas, d'espace où on peut en discuter. Donc, je vous remercie de nous inviter. Et même si on n'est pas parfait, moi, je suis pas encore parfaite dans ce que je fais. Je suis en train de refaire mon site Internet pour le repenser encore plus énergivore possible, afin de partager ce que j'apprends et d'accompagner. Donc oui, moi je pense qu'aujourd'hui, par rapport à notre usage, à nos usages, on a tous un smartphone dans nos poches. On pense vraiment que le numérique, ça consomme très peu par rapport, ou c'est très bien, c'est une bonne alternative au papier, parce que les arbres c'est bien, il ne faut pas détruire les arbres, etc. Et en effet, il ne faut pas trop détruire les arbres non plus. Il faut trouver un juste milieu, un équilibre. Mais je pense qu'il faut vraiment prioriser, et quitte, quand on parle de politique, on parle d'action en fait. Nos actes, c'est de la politique aujourd'hui. Le fait de venir ici et de parler, c'est le fait aussi de partager un message, de faire réfléchir et de dire qu'on est présent. Et en effet, le GIEC a dit qu'il y a 3 ans, ça me fait doucement rire, hein, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, on ne va pas sauver la planète en 3 ans. Enfin, on ne va pas la sauver. Par contre, on va essayer de ralentir les effets néfastes. Et plus, en fait, on est conscient de ça, plus on aura moins de mal à le recevoir, en fait. On va être dans la vague que se prendre la vague. Et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de réfléchir dans nos métiers, à partager, etc. Et encore à réaliser des lieux comme vous faites, des espaces de rencontres, d'échanges et surtout d'action. Il manque des actions aujourd'hui concrètes. Voilà. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Kim, parce que c'est très pertinent. Et notamment, on parle du transport, on peut faire une petite comparaison assez rapide entre le transport et le numérique, c'est à peu près 4%, je crois, voiture versus numérique. Le numérique, aujourd'hui, c'est 4%. Mais il faut savoir qu'il y a 10 ans, c'était quasiment rien. Et en fait, ça fait comme ça.
Donc, il y a fort à parier que demain, le numérique, ce ne soit pas 4% si on ne commence pas à agir dès aujourd'hui. Donc, c'est aussi un message que je vous porte aujourd'hui, c'est attention à votre consommation aussi, parce qu'on consomme énormément, le streaming, etc. C'est tentant, hein, Netflix, à une soirée Netflix and chill, c'est top. Hein. Mais par contre, derrière, vous consommez énormément, quoi. Donc, toujours réfléchir, en fait, c'est assez difficile, toujours réfléchir de dire, est-ce que ce que je fais, c'est essentiel? Est-ce que ce que je fais, j'en ai vraiment besoin? Et réfléchir vraiment à la conséquence de nos actes. Ça, c'est le plus difficile, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, fatalement, quand vous regardez votre série sur Netflix, moi la première, on ne mesure pas l'impact derrière. Et c'est à peu près... Pour tous nos actes, entre guillemets, on ne mesure pas l'impact direct. Donc, pour mesurer l'impact, je vous propose de regarder des études. Il y a des super infographies et je suis sûre que vous êtes aussi doués pour en faire. Donc, je vous invite à en faire sur la consommation d'eau, par exemple, que vous produisez pour un jean. Tous les métaux rares que vous utilisez dans les smartphones, etc. Tout ça, c'est impressionnant, mais il faut encore le savoir. Donc, le divulguer, le vulgariser, etc. pour prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas prise de conscience, on ne peut pas agir. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que si on n'agissait pas face aux enjeux climatiques, c'est que ce n'était pas assez soudain. Demain, on peut parler par exemple je suis désolée de ramener ça sur le tapis, mais de la crise du Covid. On a agi tout de suite, parce que c'était soudain, on a eu peur en fait. Et donc là, on a mis en place des actions, tandis que la pollution, par exemple, tue plus par an. Je crois que sur Grenoble, c'est 3000 personnes qui meurent un peu plus prématurément à cause de la pollution. À vérifier, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Et ça, en fait, on ne le voit pas. On ne nous le dit pas, on ne le médiatise pas, etc. Et du coup, on n'agit pas derrière. L'humain est fait pour survivre. Donc, si vous ne voyez pas le danger, de toute manière, vous allez vous dire « Oh, tranquille ». Voilà. Oui, je vous rejoins. Faut pas oublier que le numérique, c'est pas une fin, c'est un moyen. Et ça doit nous faciliter la vie et pas nous rajouter des contraintes et nous mettre en danger. Surtout et utiliser les bons termes. Et c'est pour ça que la sensibilisation est extrêmement importante, comme vous faites aujourd'hui. Parce que par exemple, on parle de dématérialisation. Et alors que c'est un impact réel, il n'y a rien de plus matériel que l'impact du numérique avec toutes les antennes relais, les câbles sous-marins, les satellites. C'est 15 000 kilomètres en moyenne pour de kilomètres parcourus pour une donnée. Donc, je veux dire, l'impact matériel, il est là, puisque tous nos terminaux, ordinateurs, smartphones, etc., ils sont composés de minerais, de métaux qu'on va extraire des sous-sols. Et du coup, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est questionner notre usage, comme vous avez pu le dire, pour décorréler l'idée de progrès, d'avancée technologique. Le progrès, c'est l'avancée du bien-être et le numérique doit rester un moyen et pas une fin. Donc, ça ne doit pas nous effrayer, c'est juste moins, mais mieux. C'est toujours cette idée de sobriété et aller plus vite, c'est pas une fin en soi. Donc là, avant de parler de vos actions concrètes, on aimerait bien vous parler de la place de l'État et de la place du CNC avec le plan d'action qui a été mis en place. Donc le plan action, c'est un plan qui est en 3 étapes et qui se déploie sur 3 ans. Il concerne les filières du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée et il s'applique sur 4 thématiques, donc les moyens techniques, la mobilité, l'approvisionnement et la gestion des déchets. Donc là, en 2022, c'est l'année de lancement du projet. Elle a pour principal objectif de sensibiliser et de construire des outils de mesure et d'observation en relation avec l'impact environnemental de ces filières. Ensuite, en 2023, lors de la 2e année, le plan il définira les futures normes applicables aux 3 filières. Elle permettra notamment de rendre obligatoire aux acteurs de réaliser un bilan carbone pour tous les projets ou œuvres pour lesquels ils reçoivent un financement du CNC. Et en 2024, ce sera l'année où entreront en vigueur ces nouvelles obligations. Donc les acteurs des filières auront des outils et clés en main pour engager leur transition écologique et ils devront donc respecter certaines conditions pour obtenir des aides du CNC. Donc nous, on se demandait à votre niveau, est-ce que vous vous sentez concerné par ces mesures? Après, vous deux, vous êtes plutôt dans le numérique, mais peut-être Héloïse Bernard, par rapport à EcoProd, en quoi ça impacte votre travail, par exemple?
Les mesures du CNC, elles découlent beaucoup du travail qu'on a pu faire avec Coprod depuis 13 ans, puisque le CNC a longtemps fait partie des Coprod. Et on pense que mettre en place ce plan d'action, il est indispensable pour mobiliser la filière et donner un cadre d'action. Parce que là, on fait des recommandations, mais c'est bien d'avoir un cadre. Et cette annonce de plan a augmenté les sollicitations qu'on pouvait avoir, puisque l'annonce d'un bilan carbone obligatoire effraie un petit peu les professionnels, même s'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas au courant. Et du coup, il y en a beaucoup qui se tournent vers nous pour être conseillés, formés à la réalisation d'un bilan carbone, puisque on met sur notre site internet ecoprod.com le Carbone Clap gratuitement à disposition. C'est un calculateur carbone pour les tournages. Il est en refondation pour correspondre à l'usage, à tous les usages du secteur audiovisuel. Ça va se faire au cours de l'année. Et on propose également en partenariat avec la CST une formation de 2 jours à la réalisation d'un bilan carbone. On peut s'inscrire sur le site de la CST. Donc oui, nous, on est en relation permanente avec le CNC, justement pour faire remonter un petit peu les besoins du terrain, parce que nous, notre association, c'est une communauté de professionnels un peu. C'est des professionnels qui viennent vers nous parce qu'ils ont envie d'améliorer leur pratique. Et c'est des retours d'expérience, c'est construire ensemble des outils pour que ce soit le plus adapté possible aux besoins. Et après, il y a un dialogue avec le CNC pour que les mesures soient adaptées au terrain. Nous, ce qu'on attend vraiment beaucoup, c'est les obligations qui vont être annoncées en 2024 pour voir si c'est assez ambitieux et puis surtout comment on accompagne les professionnels. Mais on attend surtout que ce soit ambitieux parce que 2024, c'est dans 2 ans. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a 3 ans pour agir. Donc finalement, c'est bien, mais c'est encore pas assez rapide, je pense. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, je vais juste dire, je pense pas que à mon échelle, ça m'impacte directement. Après, qu'il y ait plus de communication dessus, ça serait chouette, parce que justement, je pense qu'on n'en entend pas encore assez parler. Et voilà, après les mesures qui peuvent être mises en place, ça peut être intéressant que même à notre échelle, il y ait des mesures où qu'on nous impose des choses. Parce que souvent, il faut ça, en fait, il faut des mesures un peu plus drastiques j'aime pas ce terme-là, drastique, parce que ça fait vraiment ordre, etc. Mais bon, aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin de directives, en tout cas, mais il faudrait que les directives soient associées avec des explications, qu'on comprenne pourquoi il y a cet état d'ordre, parce que c'est pour aussi notre entre guillemets, notre survie et puis notre bien-être. Si on veut plus tard espérer ne pas toujours être dans la peur, il faut qu'on ait des directives et qu'on puisse vraiment savoir concrètement ce que l'on peut faire sans culpabiliser toutes les 2 minutes également. Enfin, tout à l'heure, on parlait de la série Netflix. En effet, oui, mais on peut, c'est polluant. Mais on peut peut-être regarder une série et pas se regarder toute une journée de série, etc. Il y a peut-être un équilibre à avoir. Là, tout à l'heure, on parlait de manger moins de viande, etc. Si, par exemple, dans le monde, on mangeait 1 fois de la viande par semaine, ou 2 fois même, ça serait génial. Tout le monde pourrait manger de la viande sans souci. En fait, on est toujours dans cette surconsommation, etc. Et en fait, on est dans un système où on peut consommer à l'infini. En fait, on est dans ce système-là où pourquoi nous heurter à notre liberté de pouvoir faire ce que l'on veut? Et clairement, moi, j'adore la liberté et je suis devenue aussi indépendante pour être libre. Mais cette liberté-là, elle est précieuse et il faut comprendre pourquoi tu l'as. Et justement, je pense que c'est bien qu'il y ait des objectifs, mais il faut que ces objectifs soient un peu plus rapides et avec plus d'actions possibles. Je vais un peu contrebalancer avec ce qui a été dit. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que les directives, les conseils, etc., ça ne marche pas forcément. Je vais faire le parallèle un peu avec une vie d'entreprise. Aujourd'hui, justement, avec les méthodes agiles, etc., on essaye de faire partir de l'équipe des changements, des transformations. Aujourd'hui, les directives, par exemple, elles vont demander à une équipe de faire énormément d'efforts
et à des équipes qui, entre guillemets, sont déjà à ce niveau-là. Elles sont déjà à ce niveau de transformation. Elles sont déjà, par exemple, Héloïse, elle est à un niveau de conscience et Kim aussi, d'ailleurs, qui est plus élevé qu'une personne lambda, mais il y a aussi des équipes qui sont vraiment à leur petit niveau. Enfin, ce que je pense, c'est plutôt d'accompagner petit à petit les gens, justement. L'exemple de la série Netflix, c'est bien, parce qu'au lieu de se mater toute la saison de je sais pas quelle série, bah plutôt y aller progressivement en disant bah là, je regarde juste un petit épisode, etc. Et se fixer ses propres objectifs pour avancer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, faut imaginer deux échelles. Une échelle avec des petits espacements et une échelle avec des énormes espacements. Et en fait, si on vous fixe un objectif qui est trop haut, donc les énormes espacements, vous n'allez même pas réussir à pouvoir grimper. Tandis que si vous faites des tout petits pas, là, vous allez réussir à avancer. Et en fait, l'essentiel, c'est qu'on puisse avancer à notre rythme. Il y en a qui vont avancer plus vite, il y en a qui vont avancer plus lentement, mais au moins, on va y aller. Et si on perd la moitié des gens qui font même pas le premier pas parce que c'est trop dur, parce qu'on leur demande bon bah arrêtez de manger de la viande, arrêtez de regarder des séries, allez au vélo, en vélo au boulot, ben là ça va être trop difficile pour eux. Et c'est un peu ce que je challenge un peu dans ces directives, c'est que ça vient d'en haut, c'est des directives, des conseils à appliquer, mais en fait ça correspond pas aux gens qui vont mettre ça en œuvre. Oui, je pense que pour ne pas perdre une partie en chemin, c'est l'accompagnement et la formation qui est indispensable, ce qui fait partie, je crois, des mesures du CNC. Et le CNC a tout intérêt à prendre conseil et en tout cas à discuter avec les professionnels et avec des associations, etc., pour que ce soit le plus adapté possible. Après, par contre, je pense que le temps de la volonté de chacun, il est dépassé. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on fait ça et on voit que ça avance pas assez vite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un énième rapport du GIEC qui nous met en alerte. L'obligation, c'est pas forcément une punition. C'est un cadre, c'est une directive et ça doit être accompagné. Ce qui est une punition, c'est quand on a un objectif qui n'est pas accompagné derrière. Il n'y a aucune formation, aucun outil, rien du tout. Mais sinon, il faut qu'on puisse aller tous dans la même direction, qu'on ait des objectifs clairs et qu'on sache ce qu'il faut faire en fait. Parce que là, les gens, ils sont perdus. Et en fait, ce qui remonte du terrain et de tous les professionnels, c'est finalement, en fait, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on a besoin que ce soit légiféré, on a besoin d'avoir un cadre, et sinon on n'avance pas en fait. C'est juste la manière dont sont appliquées ces obligations. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation derrière? Est-ce qu'il y a de la pédagogie? C'est ça. Mais sinon, les obligations, on en a besoin parce que là, on n'est plus au temps de la bonne volonté en fait. Le temps manque. Je suis d'accord pour le cadre. C'était vraiment la notion d'accompagnement, mais plutôt par le bas, d'avoir une personne qui pousse et justement qui représente un peu cette vision que tu évoques, cette vision commune, etc. Mais par contre, qui s'adapte au rythme des gens pour pas perdre la moitié, quoi. Parce que du coup, ce serait un peu néfaste de perdre la moitié alors que c'est assez urgent. Donc, vaut mieux qu'ils fassent un peu plutôt que pas du tout et qui viennent en frontal en disant je mangerai ma viande et puis... Ouais, non mais c'est compliqué. Quelqu'un qui mangerait de la viande 2 fois par jour ou 3 fois par jour et on lui demande le lendemain d'être végane, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et puis même, moi je ne suis pas du tout végane, je suis végétarienne mais j'ai d'autres engagements à côté. Voilà, après ce sont des choix, mais il faut équilibrer en fait cette vie-là avec plein de petites initiatives et ça se fait petit à petit. Au départ, moi, je mangeais de la viande que quand je sortais au restaurant, etc. Au fur et à mesure, ça s'est enlevé, etc. Mais voilà, en fait, la problématique, c'est le manque de temps. Donc, moi, j'ai eu le temps de le faire petit à petit, les choses. Après, plus on avance dans le temps, les personnes auront moins cette extension de pouvoir s'adapter à son environnement, en fait. C'est pour ça que la sensibilisation, elle est extrêmement importante pour que les gens ils comprennent les raisons pour lesquelles il faut changer. Parce que sinon, en fait, on perd le temps d'adaptation qui est nécessaire et qui permet que le changement se fasse en douceur et que ce soit des opportunités, ce soit que du positif. Et alors que, en fait, qu'est-ce qui différencie un changement d'une crise? C'est le fait qu'on ne soit pas préparé, tout simplement.
Donc, c'est pour ça que la sensibilisation et en parler, c'est toujours extrêmement important, même si des fois on a l'impression que c'est acquis. En fait, il y a encore une grande majorité des gens qui comprennent pas encore tout à fait l'intérêt de tous ces changements, quoi. Du coup, maintenant, on va parler de un peu les dispositifs que vous mettez en place, justement. Et donc, en tant que représentant, comment vous faites avec vos clients ou avec les personnes que vous accompagnez pour les informer et pour leur faire connaître cette cause? Qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre vie professionnelle pour ça? Je vais répondre cette fois-ci. C'est assez compliqué dans le milieu du numérique parce que, comme le disait Kim, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a l'argent qui rentre en compte. Et en fait, l'argent, aujourd'hui, a encore un peu plus de pouvoir que l'écologie, on va dire. Un peu, ça dépend pour qui, mais voilà. Nous, ça va être vraiment sur le côté technique, c'est-à-dire qu'on va avoir des développeurs qui vont faire... Je vois le petit bouquin qu'a amené Kim, qui vont être sensibilisés à l'éco-conception. Donc, s'il y en a qui développent un peu, surtout côté front-end, donc tout ce qui est visible par l'utilisateur, je vous conseille ce livre de Frédéric Bordage, qui est aussi le représentant de Green IT. Et si un jour vous avez l'occasion de le voir en conf, il est vraiment top. On va avoir aussi toute cette notion de clean code, donc code propre. Aujourd'hui, alors hier, quand je dis hier, quand on a commencé à développer, en fait, il y avait très peu de stockage. Donc, quand vous développiez un algorithme, on va dire, optimisé. Aujourd'hui, on s'en fout. Aujourd'hui, on a quantité illimitée de stockage et les développeurs, j'ai envie de dire, ils y vont, quoi. C'est-à-dire que c'est pas grave si l'algo il n'est pas optimisé, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que, par exemple, votre algorithme va passer plusieurs fois dans un tableau, va exécuter plusieurs fois un script, etc. alors qu'il n'en a pas besoin. Donc, c'est cette notion de frugalité, même dans le code, qu'on essaye de voir, qu'on essaye d'optimiser, etc. Par contre, aujourd'hui, avec les clients, c'est un peu plus compliqué. Ceci dit, nous, on travaille dans le logiciel libre, donc on va avoir quand même des clients qui sont affectés par ça. Donc, on a un peu de la chance, entre guillemets, de pouvoir travailler là-dessus. Enfin, travailler par exemple, on a tous nos serveurs qui sont en France, on essaye de faire travailler des entreprises locales, etc. Donc, on a ces petites actions qui sont connues, c'est déjà bien, mais je pense qu'on peut aller aussi plus loin. Et pour aller plus loin, en fait, il faudrait que d'autres clients soient encore plus sensibilisés et qu'eux, ils demandent ça. Parce qu'aujourd'hui, économiquement, voilà. Pour rebondir sur la technique, la réponse c'est la technique. Effectivement, en fait, comme on utilise et on s'en fiche aujourd'hui d'utiliser plein d'éléments qui nous aident, en fait, finalement, il y a plein d'outils qui permettent aux personnes qui sont novices à faire leur site internet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez WordPress, mais par exemple, il y a un outil qui s'appelle Elementor, qui est utilisé par tout le monde et qui permet facilement de construire son site, ou Wix, etc. Wix, qui est plutôt aussi un CMS, mais qui a la même idée de drag and drop, c'est-à-dire de glisser et de poser des éléments. Mais ces outils sont hyper énergivores en nombre de lignes. Et en fait, on compense en disant, c'est pas grave, on a les data centers derrière, on va utiliser plus d'énergie, et pourquoi pas. C'est pour ça que la 5G, en fait, répond à ce besoin-là. On va plutôt pousser à consommer plus qu'à se remettre en question en se disant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Moi, j'ai appris l'éco-conception par moi-même, au fur et à mesure, parce que je me suis posé des questions, j'ai commencé à faire mon site internet toute seule, etc. Et en fait, j'ai rencontré des personnes qui étaient sensibilisées à l'éco-conception et je leur ai demandé comment elles faisaient. Donc, certaines étaient développeuses, c'était plutôt des femmes, du coup, avec qui j'avais échangé, et d'autres étaient sensibilisées au Green IT, et notamment, ils m'avaient confié ces bouquins-là vers un numérique responsable de Vincent Couboulet ou éco-conception web. Donc, par la technique, on peut améliorer les choses. Mais moi, je me suis dit, les personnes que j'accompagne ne sont pas du tout dans la technique. Comment je peux faire? Moi, je voulais vraiment rester sur WordPress pour accompagner, etc. Donc là, en ce moment, je suis en train de refaire mon site internet en parallèle pour essayer d'utiliser WordPress pour rendre le plus sympa possible au niveau du design, en codant un tout petit peu, mais pas non plus que ça soit trop compliqué, pour pouvoir former les personnes à se faire un site internet le moins énergivore possible, mais en donnant un accès aux personnes, on va dire novices, au WordPress. Et je me suis donné un peu ce petit challenge de le faire.
Donc là, j'ai changé, par exemple, l'hébergement, le choix de l'hébergement. Donc là, tu as parlé de data center. Est-ce que les data centers sont hébergés proches de chez vous? Par exemple, le mien, j'ai changé. J'en avais un qui était très bien, qui était Hauts-de-Switch à Clermont-Ferrand, qui est super, mais qui, au niveau de l'énergie renouvelable, au niveau de son rapport à comment il renouvelle, il est à 80%. On a Infomaniac en Suisse qui est à 200%, par exemple. On a EX2 qui est à 100% et qui sont labellisés par Green IT. Donc, en fait, tu peux avoir le petit label sur ton site, le fait que tu changes déjà d'hébergement. En fait, il y a plein de petites manières en fait, de changer les choses. Et même les personnes qui ne sont pas à fond du tout dans l'éco-conception de sites, par la formation, par l'accompagnement, on peut leur dire déjà le choix de l'hébergement, le choix aussi des images, des vidéos, le poids des images, le poids des vidéos. Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez conscience de ça? Et en parallèle, également, je suis formatrice aussi dans des écoles ou même vers des personnes en reconversion professionnelle dans le numérique. Et en fait, je les sensibilise aussi au numérique. Ça passe aussi par la formation, par l'explication, etc. Et on se nourrit mutuellement des connaissances de chacun. Et c'est ça qui amène à aller plus loin. Et moi-même, mes étudiants m'ont fait part des choses, j'ai réfléchi, j'ai lu des éléments, etc. Donc voilà. Donc dans mon milieu professionnel, c'est par l'éco-conception, par la technique, par la réflexion, par la lecture que j'essaye d'accompagner mes clients. J'essaye aussi de limiter la fracture numérique en prenant un peu plus de temps avec des personnes pour les accompagner à faire leur site internet. Par exemple, ma petite couturière du coin, les petits commerçants, et leur expliquer que ils peuvent être visibles sur le web et je les aide à comprendre ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est vraiment important et pour moi, prendre ce temps-là, c'est aussi génial. Enfin, humainement que écologiquement parlant, ça vient de là. Donc la formation et la technique est essentielle. Oui, je rejoins ce que vous avez dit. Pour l'instant, on est encore dans une société vraiment d'abondance. Alors, c'est compliqué de voir l'intérêt d'être plus sobre en fait. Mais on constate l'augmentation de prix des ressources, de l'énergie. Ça peut aller très vite. Ça dépend de plein de facteurs. Et c'est ceux qui se seront préparés, qui auront anticipé, qui sauront être plus sobres, qui seront les plus résilients et qui vont s'adapter à ce changement de société. Donc le message d'EcoProd, c'est de pas attendre d'être au pied du mur et de prendre ce temps de la transition pour changer nos pratiques. On cherche aussi et c'est pour ça qu'on va sensibiliser les professionnels et les étudiants. On va dans les écoles, on fait des formations, on est présent sur des tables rondes comme aujourd'hui pour porter ce message-là. On cherche aussi à fédérer les professionnels pour qu'ils puissent avoir un espace d'échange et créer un vrai écosystème d'acteurs engagés comme vous pour qu'il y ait un retour des bonnes pratiques, pour qu'on puisse un petit peu voir ensemble les difficultés qu'on rencontre et s'échanger nos conseils. Et enfin, on cherche à outiller les professionnels avec on a un guide méthodologique de l'éco-production pour mettre en place un tournage éco-responsable. On a des fiches pratiques par métier, que ce soit pour les régisseurs, les décorateurs, la post-production, les lumières, etc. Et tout ça, on essaye de collecter toutes ces infos et tous ces retours de professionnels qui, comme vous, essayent de trouver des innovations techniques pour le partager au plus grand nombre et que on transitionne le secteur. Voilà, donc c'est sensibiliser, fédérer et outiller le secteur audiovisuel et du cinéma. D'accord. Mais du coup, quand vous mettez des choses comme ça en place, est-ce que vous avez des outils qui vous permettent en fait pour vos clients de leur montrer la différence entre ça, enfin mettre des images de plus petite taille, ça va réduire de temps votre impact et ces choses-là, ça existe ou Oui, ça existe. Pour les images. Tu as les images de nouvelle génération aussi avec des nouveaux formats que tu peux utiliser. Sur Internet, c'est assez simple. Tu peux même convertir images nouvelle génération, etc. Il va te donner le bon format. Après, il y a énormément d'informations sur Internet. Il faut juste s'y intéresser un minimum. Ensuite, pour ceux qui connaissent Photoshop,
bah, tu peux aussi utiliser l'outil pour diminuer le poids de l'image. Ensuite, une image, tu peux vraiment la diminuer drastiquement si la qualité de l'image, elle est bonne et que si tu connais le format de l'image. Imaginons que vous avez une landing page où vous avez, je sais pas, une image qui fait 300 sur 300, par exemple. Bah, t'as pas besoin que l'image, elle soit immense. Tu peux aussi diminuer par rapport à ta taille d'image qui va faire que ça va baisser le poids de l'image également. Donc ça, si tu réfléchis à, bah, j'ai besoin de 5 images sur mon site internet ou sur la première page, j'ai besoin d'une image qui est plutôt un format paysage hyper grande, des petites images, bah, du coup, tu vas adapter aussi la taille et le poids par rapport à ça. Ensuite, il y a un site qui est assez sympa et assez facile à regarder, c'est Tiny, TINY.png. Donc voilà, ça c'est aussi pas mal. Tu peux mettre une vingtaine d'images et plus d'une vingtaine d'images et baisser la qualité. Ils offrent même un outil sur TinyPNG, je crois qu'il est payant, mais c'est pas si cher que ça par rapport à Photoshop, où tu as une extension payante qui permet de diminuer les images aussi. Je crois que c'est moins de 100 €. Mais bon, par rapport à Photoshop, à l'année, au mois, c'est rien du tout. Et après, pour l'analyse d'un site internet, il y a des outils que Green IT a proposés, notamment Lighthouse, qui te permet de savoir si ta note, elle est sur A ou F, un truc comme ça, chacune de tes pages. Et ensuite, tu as plein d'outils qui te permettent de savoir qu'est-ce qui fait que le site internet, il est mauvais. Est-ce que c'est à cause des lignes de code? Est-ce que c'est un problème de cache, etc. Et il y a quoi d'autre? Enfin, je pourrais en énumérer beaucoup, mais il y a plein de moyens. Carbone, il y a plein de petits plugins qu'on peut mettre pour voir la consommation en fait de tes actes, enfin de vos actes sur Internet, etc. Enfin, je connais pas le nom, mais je pourrais le retrouver. Oui, EcoIndex, je crois que c'est ça. Ouais, il y a ça. Il y en a un autre. Enfin, il y a plein de petits outils, comme disait Kim, qui permettent justement de vérifier ça, quoi. Et aussi la vitesse des pages. Aussi, plus une page télécharge rapidement, c'est-à-dire que plus les pages, et on va dire par rapport au serveur, fait moins d'attente, et donc c'est mieux. Donc il y a ces Page Speed Insight qui permet avec un copier-coller de l'URL, tu attends, tac, au mobile et à l'ordinateur, tu vois en fait ta note sur 100, comment elle est, et après il te donne des petits conseils sur comment améliorer. Donc c'est assez pédagogique. Après, il y a quelques termes techniques pour ceux qui ne s'y connaissent pas ou ceux qui n'aiment pas le numérique. C'est un peu plus compliqué. Mais en vrai, si tu commences un peu à lire et à réfléchir, il y a plein de moyens de le faire. Et justement, moi, j'essaye de former et d'expliquer à toute personne qui s'y intéresse un minimum comment faire. Je ne suis pas du tout dans le sens je cache ma méthode, c'est moi qui le fais dans mon coin. Non, moi, je m'en fiche complètement. Si je peux apporter tous les outils qui se débrouillent par eux-mêmes, c'est le meilleur moyen que je puisse faire dans mon travail pour qu'ils puissent avoir justement, comme disait j'ai oublié son... Héloïse, pardon. Les outils sont nécessaires en fait. Les outils sont nécessaires pour pouvoir comprendre en tout cas ces actions sur le numérique, sur la toile. Puis il y a toute cette notion de frugalité, de sobriété. Tout à l'heure, tu disais, Héloïse, de sobriété. Moi, j'aime appeler ça la frugalité, c'est-à-dire on se contente du minimum, entre guillemets, pour aujourd'hui, on a des designs, le brutalisme, brutaliste, je sais pas si vous connaissez, tous les designs qui sont minimalistes, donc qui utilisent le minimum vraiment de ressources pour faire du design. Et toutes ces low-tech, en fait, elles sont très intéressantes et elles vont un peu dans le sens de l'écologie, quoi. Alors, pour moi, la bonne écologie, c'est une écologie qui ne consomme pas. Là, on crée quand même, donc on consomme de toute manière. Mais bon, il vaut mieux moins consommer que consommer énormément. Tu pourrais dire je crée, donc je consomme, quoi. Ouais. Forcément. Mais voilà, aujourd'hui, économiquement, sociétalement, on est dans un système où, encore, c'est ce que je disais, l'argent est au centre des préoccupations. J'ose espérer que ça va un peu changer, que ce sera l'humain et la maison. Parce que tout à l'heure, tu parlais de maison. Aujourd'hui, on prend soin de notre maison, notre habitat. Écologie, c'est la science de l'habitat. Écosystème, c'est comment cet habitat est organisé. Et prendre soin de notre habitat, c'est quand même la base des choses. Donc, réfléchir à ça, se dire comment
C'est la base de notre même, on va dire au sens large, survie, même pour animaux et humains. Enfin, si on est dans des espaces où on doit toujours porter des masques sur le nez, super, où on doit toujours faire attention à mesurer si on peut respirer ou pas ce jour-là, etc. Maintenant, même Grenoble, et c'est trop bien, c'est bien, mais propose d'avoir un chiffre en tout cas pour savoir si c'est bien d'aller courir ce jour-là ou pas par rapport à la veille, si c'est pollué ou pas. Enfin, quel environnement on va donner aux générations suivantes, si on souhaite une génération suivante d'ailleurs, mais en fait sans culpabilité en fait. C'est horrible à dire, mais nous on veut juste vivre à 100%, etc. et profiter de l'air, profiter de tout. Mais dans ce cas-là, il faut aussi savoir que comme un enfant trop gâté, qu'on peut pas tout avoir. Et c'est ça en fait, on s'est habitué à ça en tout cas dans notre société aujourd'hui. Il faut qu'on puisse trouver en tout cas un épanouissement personnel et professionnel de d'autres manières en fait. Oui. Est-ce que vous, Héloïse, vous voulez... Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Du coup, là, vous avez parlé un petit peu de quelques contraintes. Et est-ce que ça arrive, par exemple, je pense surtout à vous, Kim, qui était en indépendant, que certains clients soient frileux à cette idée ou veuillent pas forcément, disent non, ça va coûter trop cher ou des choses comme ça, qui soient un peu réticents, dû au fait que sur votre site, c'est mis en avant que vous fassiez de l'éco-conception ou des choses comme ça? Aujourd'hui, je pense que par rapport à ce que je propose, je suis pas non plus... je propose pas non plus des prix exorbitants. Par contre, au contraire, je leur explique en quoi c'est pratique pour eux. Et après, je m'adapte vraiment à chacun. Quand on disait étape par étape, moi, pareil, j'ai fait mon site internet étape par étape, en changeant d'hébergement, en choisissant, etc. Et déjà, si j'arrive à leur faire comprendre que le poids des images, c'est intéressant de ne pas mettre tant de poids, etc., X de poids, et je leur explique pourquoi. En fait, je leur explique les avantages de l'éco-conception. Je leur dis, mettez des vidéos et des photos hyper lourdes. Par contre, vos pages, elles vont pas s'ouvrir rapidement. Du coup, vous risquez de perdre des clients. Du coup, je suis un peu fourbe en faisant ça, mais en fait, je leur explique les avantages et les inconvénients. Je leur explique pourquoi, en fait, quelle manière ça peut être intéressant, comme quoi ils arriveront à se différencier, etc. Et finalement, je pense que les personnes sont plus ou moins sensibilisées quand même à ça. Ils savent que ça ne sera pas 100% parfait, mais en tout cas, ils ont cette volonté-là de faire mieux, et moi, ça me convient déjà. Je suis pas vraiment dans le côté drastique. Moi, je vais tendre à le faire le mieux possible pour moi-même et pouvoir former le plus possible les personnes intéressées et déjà limiter la casse. Voilà, déjà limiter la casse. Vu qu'on pousse tout le monde à avoir un site internet, pour rappel, encore une fois, internet à 30 ans, 32 ans, 33 ans. C'est rien et on est à 4%. Donc, imaginons que tous les commerçants ont leur site internet, que tout le monde a accès à un site internet, mais ça va exploser, ça va tripler. Je crois qu'on est... Non, c'est même sûr, on n'est pas prêt. On n'est pas du tout prêt à ça. Donc, pour moi, c'est vraiment donner des bonnes pratiques, etc. Je suis accompagnée aussi par une autre entreprise qui s'appelle Green IT, qui, elle, est dans la RSE. Et on est en train de réfléchir à mettre en place des formations de numérique responsable aussi dans les écoles, dans les entreprises. Mais voilà, on essaie vraiment, pas de diffuser la bonne parole, mais mettre en place des actions, des outils, etc. pour qu'ils puissent se dire, non, quoi, faut faire attention. Donc, pour répondre, les personnes qui m'approchent savent dans quoi ils tombent. Voilà. En revanche, je m'adapte à leurs besoins. Si quelqu'un me dit non, etc., on va essayer de trouver un équilibre qui leur permet d'être satisfaits, et moi aussi. C'est un peu une sorte de mariage, on va dire, où on va essayer de trouver un compromis chacun en disant, voilà, quand vous serez prêts, il y aura ça comme action à mettre en place. Et voilà, on va déjà choisir un bon hébergement, etc. C'est un peu plus cher. Par exemple, ça, c'est la question de l'hébergement, de combien je paye par mois. Je ne sais pas si vous savez combien on paye un hébergement par mois pour un site. En gros, ça dépend d'un site mutualisé ou dédié, et ça, c'est technique.
Mais en gros, forcément, un data center un peu plus écologique, on va dire, entre guillemets, c'est un peu plus cher. On va payer peut-être 7 € par mois, 8 €, qui va venir peut-être à 90 € à l'année. Et chez, par exemple, d'autres hébergements, vous allez payer 2 €, 3 € par mois, qui fera un forfait de 55, 60 €. Et en fait, ils vont titiller pour 20 €, 25 €. Donc, voilà, je leur explique en fait les avantages, etc. Est-ce que vous êtes aujourd'hui à 20 € près, 30 € près? En vrai, non. Enfin, non. Mais par contre, ces 20-30 €, va faire toute une différence par rapport à votre stratégie. Donc vraiment, j'essaie vraiment d'argumenter et d'expliquer en fait pourquoi cet équilibre, vous pouvez faire ça, entre guillemets, de moins bon, mais en revanche, aller sur ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter... Charline ou Héloïse Oui, c'est aussi un petit peu le discours qu'on a auprès des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. C'est que y a une quantité d'actions à mettre en place, mais que vous pouvez aussi y aller pas à pas au fur et à mesure de vos tournages, au fur et à mesure de vos projets, pour pas déjà se sentir découragé et pour voir une vraie amélioration. Et c'est là que mesurer son taux d'émission, ça peut être intéressant parce qu'on va voir les postes d'émission principaux et on va se dire, par exemple, vraiment, c'est mes transports qui sont les plus émetteurs sur mon tournage. Cette fois-ci, je vais essayer de vraiment faire attention à ça. Comme ça, on a le temps de la réflexion, on a une vraie stratégie. Et après, ce sera juste des nouvelles habitudes qu'on va appliquer pour un prochain projet. La fois d'après, ce sera ma consommation d'énergie. Et comme ça, au fur et à mesure, on coche et on change nos pratiques sur tel et tel domaine. Et surtout aussi, on essaye de leur montrer que c'est pas que des contraintes et c'est des opportunités pour eux, puisque en fait, c'est toujours la même chose. Moins de consommation de ressources, moins de consommation d'énergie. Finalement, sur le projet ou sur 1, 2, 3, 4 projets, ça va se lisser et ça va permettre de au moins ne pas coûter plus cher, voire de réduire ses coûts. On prend souvent l'exemple, là c'est une méga production, hein, mais Spider-Man en 2014, ils ont fait 400 000 $ d'économie en mettant en place des mesures d'éco-production. Bon, c'est pas énorme par rapport aux millions que coûte le projet, mais en tout cas, ça montre que ça coûte pas plus cher. Et c'est fait qu'ils seront plus résilients ensuite pour quand il va y avoir une augmentation qu'on voit déjà des ressources, de l'énergie, etc. Et aussi, en fait, finalement, en termes de... Il y avait Nolita qui avait réalisé le film Tempête, qui nous avait dit qu'elle avait communiqué sur ses pratiques éco-responsables en amont du projet. Et en fait, elle avait multiplié son nombre de partenaires qui avaient voulu s'associer au projet et donc son budget. Parce que aujourd'hui, en fait, l'éco-responsabilité, c'est aussi un argument concurrentiel. Et ça permet de trouver des partenaires, ça permet aussi potentiellement de se faire diffuser plus facilement puisque les plateformes ont aussi des objectifs. Il y a Netflix qui a prévu d'être neutre en carbone d'ici 2022. Ça passe beaucoup pour la compensation, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une vraie, à terme, une vraie démarche de réduction de ces émissions. Donc, c'est vraiment un avantage au moins sur le moyen terme d'économie et aussi un avantage concurrentiel. Et puis, bien sûr, ça permet de redonner du sens à son travail. On veut leur montrer que c'est pas que des contraintes et que ça met une vraie dynamique et que c'est bon pour le secteur, c'est bon pour leur projet et c'est bon pour eux en tant que professionnels. Et souvent aussi, ça leur permet d'être cohérents entre leur engagement personnel et leur vie professionnelle parce que souvent, on est très engagé personnellement et après, on perd toutes ces bonnes habitudes dans le monde professionnel parce qu'il y a d'autres contraintes, voilà. Et ça permet d'être plus cohérent, d'être plus aligné et souvent, ça donne du sens pour soi en tant que personne. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, vous venez de secteurs différents, c'est-à-dire Héloïse Bernard, c'est dans une association. Oups. Et vous êtes dans le secteur privé, en indépendant et dans une société. Et est-ce que c'est plus facile, vous pensez, de s'engager dans tel ou tel secteur ? D'être indépendant, vu que vous êtes seul, vous pouvez vous engager plus facilement, alors que quand on a des patrons, parfois, ils ne sont pas d'accord, justement pour un point de vue économique. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains secteurs où c'est plus simple de s'insérer ou pas du tout ? Pour ma part, le fait d'être déjà indépendante, c'est une opportunité parce qu'en fait, tu n'as pas de limite.
seules les limites que tu te mets. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, ça se fait par réseau. Donc, ça prend du temps, c'est se faire un réseau dans une région, etc., pour pouvoir rencontrer différents acteurs. Donc, ça te donne des opportunités et en fait, tu te rapproches des personnes qui sont proches de tes valeurs. Quand tu es dans une entreprise qui ne sont pas engagées depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui restent de la même manière, bah, c'est très difficile, avec toute ta bonne énergie, de faire changer les choses. Moi, je me rappelle, je m'étais disputée, ou j'avais discuté avec mes collègues lors d'une pause pour parler du café, de la machine à café, où je comprenais pas pourquoi elles venaient tout le temps avec leur petite tasse en plastique. Et je leur demandais, je comprends pour les clients de prendre le plastique si on n'a pas d'autre opportunité, mais pourquoi pas prendre une tasse? Et en fait, c'était une structure, c'était une structure qui était administrativement pareil 10 ans, 20 ans avant. Et elle m'a remis à ma place en disant Kim, ça fait que 1 an que tu es là, ça a toujours été comme ça, pourquoi changer les choses? Et elle m'a remis à ma place devant tout le monde. Personne a moucheté ou a pris la parole pour me défendre. Et le lendemain, j'avais des collègues qui sont venus en disant « Oh Kim, on s'est aperçu que la machine à café en bas reconnaissait les tasses. » Ça faisait 5-6 ans qu'ils avaient la même machine. Bon, pas la machine d'en haut, mais bon, on ne va pas demander aux supérieurs de faire quelque chose, ça ne va jamais changer. Ils ne le feront pas. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que quand il y a des personnes qui sont dans une même structure rigide et qui n'ont pas changé et que c'est très, on va dire, hiérarchique, enfin pyramidal, c'est très compliqué de faire changer les choses en fait. Et même tu déranges parce que tu poses des questions, parce que tu proposes, etc. Et donc, en fait, ils vont vite t'envoyer balader ou te changer de position ou même se débarrasser de toi. Et en fait, voilà, donc c'est difficile de changer les choses. Mais quand tu te mets à ton compte, en tout cas comme aujourd'hui, tu changes de statut. Tu n'es plus, entre guillemets, quelqu'un à écouter les ordres de quelqu'un. Tu as la même hiérarchie que la plupart des personnes à qui tu discutes, en tout cas. Ou en tout cas, on parle de la même manière. C'est-à-dire, il n'y a pas un côté dominant, dominé. Et du coup, ça permet vraiment d'amener des conversations, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Au moins, tu as tenté et puis tu continues ton petit chemin. Après, je sais qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus engagées que celles dans lesquelles j'ai été auparavant. Et tant mieux, on parle de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Ce sont des normes aussi pour les grosses entreprises. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas du greenwashing et qu'on ne met pas du vert pour mettre du vert. Voilà. Je partage un peu ce que Kim a dit, mais je vais partager mon exemple qui est, on va dire, je suis dans une entreprise qui souhaite se libérer. Donc on a moins cet aspect pyramidal. Par contre, la volonté de mon entreprise, c'est pas de faire... d'être éco-responsable, c'est plutôt d'être libre, d'avoir du logiciel libre. C'est un autre combat, voilà. Mais du coup, je vais citer un exemple sur le télétravail. En fait, mon responsable n'est pas forcément favorable au télétravail. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de l'équipe, je dis bien une partie, était favorable au télétravail. Et au fur et à mesure, comme il y a eu de plus en plus de personnes qui ont demandé le télétravail, au final, le responsable a dit « Ok, on fait du télétravail quand vous voulez et comme vous voulez. Il y a juste un petit cadre, comme Louise disait, on a une vision commune, un cadre, mais au final, on a fait pencher la balance comme ça. Et toi, tu es peut-être arrivé à la première phase avec ton histoire de machine à café, tu as semé une graine, puis la preuve en est, ça a marché, puisque le lendemain, les gens sont allés voir si ça marchait avec une tasse, etc. Puis au fur et à mesure, par l'exemplarité, par la pratique, etc., on arrive à faire pencher la balance. C'est pas radical, c'est pas rapide. Parfois, ça peut prendre des mois et des mois. Mais ça marche, quoi. Je pense qu'il faut avoir un peu de courage aussi, un peu de volonté. Le courage de changer, c'est pas évident. En tout cas, on peut dire même le courage d'évoluer. On ne change pas radicalement, on évolue. Et surtout, c'est vrai que ces collègues-là, à l'époque, étaient un peu lâches, d'avoir pas pris même la parole à ce moment-là, mais ils ont voulu agir et en fait, en agissant, ils ont voulu rectifier le tir. Mais en effet, c'est difficile pour certains qui sont, et je ne leur en veux pas du tout, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils sont dans la même entreprise.
Et en fait, à chaque fois qu'ils ont voulu tenter de faire quelque chose, ça bougeait pas. Donc pourquoi moi, en plus j'étais une des plus jeunes, je changerais quelque chose? Et en effet, je pense que par le groupe, par le nombre, on peut changer drastiquement les choses. On n'attend pas une personne providentielle, sinon on le saurait. Et je pense notamment aussi que ce soit dans les politiques, c'est pas quelqu'un qui va venir avec une baguette magique changer le monde. Ça, c'est faux. Par contre, c'est le nombre, c'est nos achats, c'est nos actes, en fait, notre consommation qui va faire balancer et changer notre activité, etc. Mais il faut avoir le pouvoir de dire non, en fait, d'avoir ce courage-là, de se dire, bah non, j'ai plus envie, en fait, j'ai pas envie d'avoir ça, etc. Mais voilà, il faut avoir cette petite chose de courage en soi. Oui, je vous rejoins. Je pense qu'on a tous plus ou moins une marge d'action possible à son niveau, qui est plus ou moins grande suivant notre poste, enfin le domaine dans lequel on est. Mais en tout cas, cette marge d'action, il faut la prendre, il faut avoir le courage de s'en emparer pour montrer l'exemple. Et en fait, ce qui fait que on le change, c'est la normalisation de comportements qui sont au départ parus comme minoritaires. Et c'est le nombre qui fait ça, c'est les représentations, et c'est là c'est la raison pour laquelle on pense que l'audiovisuel et le cinéma ont un fort impact parce qu'ils vont normaliser des actions, notamment cette machine à café. Si on montre à l'écran des gens qui vont utiliser une tasse et pas un gobelet en plastique, en fait, ça va normaliser l'action et ça va changer notre imaginaire. Donc, il y a toute la question des représentations qui est très importante. Le fait de prendre cette part, cette marge qui est plus ou moins grande suivant le poste dans lequel on est, mais qui existe toujours, et avoir le courage de le prendre pour faire un effet domino. Et en même temps, je pense que quand c'est des organisations hiérarchiques, hiérarchisées, très hiérarchisées, c'est aussi juste des fois simplement le mode d'action qui change. Ça veut dire que on va peut-être concentrer quand on fait de la sensibilisation ou quand on veut faire changer quelque chose, commencer parfois créer une dynamique par le bas avec plusieurs actions, mais aussi sensibiliser finalement le haut et la hiérarchie parce qu'on sait qu'après ça peut avoir des effets dominos et des effets en chaîne extrêmement rapides. Si on a, c'est là que les moyens d'action et la manière dont on sensibilise est très importante. Savoir où frapper fort. Là, on essaye à EcoProd, par exemple, on s'était beaucoup concentré sur équiper les professionnels et du coup leur changer leur pratique de manière assez isolée. Et une fois qu'ils sont équipés, on s'est dit bon bah en fait pour qu'il y ait un vrai effet en chaîne, faut qu'on sensibilise les réalisateurs, les scénaristes qui eux finalement sont placés très haut dans la hiérarchie et peuvent faire changer toute une équipe de films et ça va être en fonction de leurs convictions à eux. Donc toute l'importance du projet. Et parce que c'est eux qui vont choisir si on va tourner à l'autre bout du monde ou pas, si on va être tel effet spéciaux on va utiliser ou pas. Je pense que c'est pas forcément plus facile en fonction du domaine d'action ou de son secteur, mais c'est plutôt on va œuvrer différemment. On va pas toucher les mêmes personnes, on va pas avoir les mêmes actions. Mais en tout cas, il y a toujours une marge et un devoir d'exemplarité quoi, pour faire changer les choses. Mais je pense pas que ce soit pas forcément plus difficile ou plus facile dans certains secteurs, c'est que on va pas agir de la même manière. On va pas avoir les mêmes arguments pour les mêmes personnes, on va pas avoir les mêmes actions. Voilà. Faut s'adapter. Quand vous parlez de devoir d'exemplarité, est-ce que vous ressentez à titre personnel aussi une charge, une pression d'être toujours parfait parce que vous avez des engagements et parce que vous travaillez dans ce secteur? Est-ce que des fois c'est un peu compliqué à gérer? Prenez des réflexions si vous achetez du sopalin ou quelque chose comme ça, à titre personnel. Tu auras toujours des réflexions, enfin tout le monde. Si un jour tu manges un morceau de pendant un an tu n'as pas mangé de viande et de poisson et tu veux goûter un morceau de viande et de poisson parce que tu aimes ça, moi j'aime toujours ça, hein. Et tu vas dire ah bah t'es pas végétarien. Bah écoute, toi t'as mangé de la salade, t'es végétarien. Enfin
c'est complètement débile. Après, moi, je sais que je suis loin d'être parfaite. Je prends encore de temps en temps l'avion. J'essaie de réfléchir à mes voyages différemment. Souvent, on me dit, bah oui, mais tu prends l'avion. Bah oui, certes. Mais j'essaye de dire, bon, si je prends l'avion, je pars plus longtemps, je me permets de partir plus longtemps. Ou maintenant, j'essaie de faire en transport en commun. Voilà, on aura toujours des réflexions et en fait, ce sont les petits bruits. En fait, ils le font inconsciemment peut-être, mettre du bruit, un doute pour ne pas aller dans le concret et pas aller dans l'action en fait. Aujourd'hui, on a besoin d'action, on n'a pas besoin de culpabilité, etc. On ne l'est pas parfait et si on est parfait, tant mieux pour soi, hein, écoute. Mais personne ne l'est et pareil, je déculpabilise à fond mes clients, etc. J'essaie de leur apporter des solutions, du concret et j'estime qu'ils doivent avoir aussi l'intelligence de le faire aussi inversement. Moi-même, c'est en ayant aussi ces réflexions-là et puis que ça soit de manière externe par vous ou par moi-même qu'on change aussi. Moi, si j'étais pas critique aussi sur ma consommation, je n'essaierais pas de changer mon site internet pour qu'il soit éco-conçu. Ça serait plutôt du greenwashing, former des gens sachant que mon site ne l'est pas. Donc là, moi, ça me dérangeait dans mon discours. Donc du coup, j'essaye que mon discours soit en lien avec mes actes toujours. Donc voilà. Donc en gros, non, je m'en fiche. Par contre, je prends ce qu'il y a à prendre et je rejette ce que je trouve qui n'est pas positif dans le changement, dans l'évolution, dans ce que je souhaite. Je suis droit dans mes bottes, je pense que je fais pas mal de choses et je pense que j'ai assez confiance en moi pour expliquer les choses aussi convenablement aux personnes qui m'entourent. Voilà. Je te rejoins un peu. Moi, je m'en fiche aussi qu'on me dise ça, mais ça arrive très régulièrement, puisque quand on a une étiquette écolo, je vais sortir le gros mot, mais bobo écolo. Voilà, bobo écolo, et puis après tout ce qui s'ensuit aussi derrière. Souvent, dès que tu fais un truc qui sort un peu du schéma de pensée de la personne en face qui pense qu'un écolo, il mange pas de viande, il vient pas en voiture, il prend pas sa douche, enfin tout ça, dès que tu vas dire j'ai pris une douche de 7 minutes aujourd'hui, il va te dire tu vois, tu dis que t'es écolo, mais bon, tu prends ta douche de 7 minutes ou t'es venu en voiture aujourd'hui, et tout ça. Pour moi, je le prends pas mal, mais je me dis, la personne, elle se trouve des excuses en face pour, elle, se dire, en fait, même si celle qui est étiquetée écolo, elle fait pas ça, je vais pas le faire non plus, quoi. Et c'est pour ça que je le prends pas mal. Et par contre, c'est intéressant de réfléchir et puis de faire réfléchir cette personne sur, oui, peut-être que t'as envie de continuer à prendre des douches de 20 minutes, mais à côté, tu pourrais peut-être faire d'autres efforts qui sont faciles pour toi dans un premier temps et ensuite, c'est compliqué. Mais oui, il y a cette charge, entre guillemets, d'essayer de nous faire culpabiliser, etc. Et moi-même, je ne suis pas dans la culpabilité, c'est-à-dire mes amis qui mangent de la viande, etc. Je suis la première, s'il y avait du saucisson à couper, je leur coupe le saucisson pour eux, je leur ramène, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais par contre, ils me voient à côté cuisiner d'autres choses, ils me voient à côté faire... agir différemment, ils disent ah ouais quand même vous faites tout ça, ça. Ils le voient dans notre quotidien, ils voient qu'on n'est pas différents, nous ne sommes pas des monstres. En fait, ce qui est loin de toi, ça fait peur. En fait. Mais en fait, on n'est pas si loin que ça. Créer ses propres produits ménagers, etc., ça a l'air d'être compliqué, ça a l'air de... Non, en fait, c'est possible. Et quand ils voient que c'est possible, ils vont tenter eux-mêmes de le faire. Mais comme on n'est pas... Moi, je suis pas là à leur dire « Ah, t'as mangé que de la viande, t'as pas pris des haricots... » Enfin, ils le font pas, ils se permettent pas, en fait. Ils le feront pas. De toute façon, je mets vraiment des limites, voilà, comme eux. Voilà, ça s'appelle un échange du respect à chacun. Oui, moi j'ai pas l'impression que je ressens cette culpabilité ou qu'on me l'a fait sentir parce que j'ai plus l'impression que on n'est pas différent. Enfin, je veux dire, les écolos c'est une espèce, c'est pas une espèce à part. C'est juste des gens qui modifient leurs pratiques et on commence tous par des endroits différents. Souvent, on commence par la viande parce que finalement, c'est un impact fort et ça peut être relativement facile.
D'autres, ça va être leur mode de transport. En fait, il y a tellement de champs d'action possibles qu'on peut pas tout mettre en place d'un coup. Et en fait, on va tous, en fonction de nos facilités et de nos sensibilités, commencer par tel ou tel bout. Et du coup, je ressens pas vraiment cette culpabilité parce que moi, je vais être très à cheval sur certaines choses et d'autres personnes sur d'autres choses. Mais l'idée, c'est de montrer que bah, tu vois, toi, tu as réussi à te déplacer que en vélo. Bah, tu vois, moi, j'ai réussi à arrêter tous les produits animaux. Bah, en fait, plutôt que de le voir, ça peut nous donner du courage, en fait. En fait, toi, tu as réussi à faire ça. Ah ouais, donc moi aussi, je peux le faire, en fait. Mm. Et montrer qu'on n'est pas différent. C'est juste que si moi, j'ai réussi à le faire, il y a toutes les chances du monde que toi aussi, tu réussisses à le faire. On n'est pas différent, on n'est pas des surhommes, on a nos difficultés et juste se donner du courage ensemble, quoi. Si toi, tu as réussi à faire ça, moi aussi, je peux réussir à le faire. Et en plus, à Grenoble, on est une ville quand même qui est quand même assez sensibilisée à l'environnement. On a un maire qui est quand même écolo, on va dire entre guillemets. En tout cas, on est aussi la capitale verte européenne cette année également. Il y a eu des démarches, des actions. Donc en fait, on voit bien aussi que ce que l'on agit n'est pas complètement bête ou qu'il n'y a pas de sens en fait. Donc c'est vrai que c'est quand même ça aide aussi que politiquement parlant, il y a un appui, ça c'est clair, ça aide. Et finalement, nos proches, nos amis, etc., ils commencent aussi également à être sensibilisés et à agir à leur par rapport à ce qu'ils font habituellement, à faire un peu de mieux, on va dire, pour tendre vers le meilleur. Donc c'est assez chouette par rapport à ça. Et puis même si enfin, je pense que ça, c'est tout le temps, c'est même autour de nous, c'est expliquer pourquoi on fait ça. Enfin, je sais que des fois, ça peut être, enfin, on en a marre, c'est une fatigue mentale, etc. Et des fois, on va mettre plus ou moins de passion dans ce qu'on dit, on va être plus ou moins énervé ou des choses comme ça. Mais juste prendre le temps d'expliquer pour que, parce que finalement, si on explique, la plupart du temps, il va pas y avoir enfin, ça va être plus des contraintes techniques ou alors le fait qu'au départ ça paraît dur, mais au final, sur le fond, la majorité des gens, au fur et à mesure, se rendent compte que c'est pas insensé ce qu'on fait et il y a une vraie nécessité à le faire. Donc, en le faisant, on montre que c'est possible, que c'est pas particulièrement difficile et toujours continuer à expliquer, quoi. Dernière question qui parle plutôt de après, donc du futur, de ce que nous, en tant que futurs professionnels, on pourrait mettre en place. Donc si vous deviez avoir un conseil à donner, ou plusieurs, à des futurs professionnels dans le secteur de l'audiovisuel et du numérique, ce serait quoi? On garde l'ordre. Ça marche. De bien s'entourer. Je pense qu'avoir un réseau de personnes aussi bienveillantes est très important. Garder un cœur vaillant, je pense également. Vous allez sûrement être face à des personnes, à des murs. Et ben, c'est pas grave. Il y aura des murs, il y aura des choses, mais ça va vous rendre plus fort. Il faut voir les échecs comme des opportunités tout le temps. Voilà, et garder en soi pourquoi vous le faites. Si vous gardez ça en tête, eh ben, vous arriverez toujours à avancer et à avoir ce petit Jimmy Cricket à côté de votre petite oreille, à se dire, bah oui, c'est possible. Aujourd'hui, je fais un peu moins, mais c'est pas grave et il faut que je garde ça dans la tête parce que bah, c'est un vrai enjeu en fait. Et quand tu comprends l'enjeu, bah, y a rien qui va t'arrêter derrière, en tout cas, pour ma part. Louise, tu veux peut-être prendre la parole? Oui, oui, je te rejoins. Je pense que bien s'entourer, c'est important pour pas se sentir seul. En fait, se rappeler qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres gens qui ont les mêmes convictions, qui œuvrent de leur côté. Et si on échange, si on se regroupe, ben déjà on va multiplier notre force d'action et en plus on va se donner du courage et on sait pourquoi on fait ça. Et je pense que c'est très important de se rapprocher de professionnels qui ont déjà une démarche comme ça et on se rend compte qu'il y a un vrai écosystème, que ce soit localement au niveau des communes ou même au niveau national, qu'il y a des institutions, des associations, des professionnels
qui sont toujours sur ces questions-là et se rapprocher d'eux pour se donner de la force et prendre s'informer et prendre ce qu'il y a à prendre, les outils, les bonnes pratiques, enfin s'intégrer à un réseau d'acteurs et tout un écosystème, c'est hyper important, je pense. Du coup, moi, je vais un peu dénoter avec vous. Je vais juste vous dire de vous rapprocher de la nature. En fait, aujourd'hui, on a remarqué que c'est les peuples qui sont indigènes et qui sont tout le temps avec la nature qui la préservent le mieux. Et nous, aujourd'hui, on est éloignés. Je reviens avec ma série Netflix, mais en fait, quand vous regardez votre série Netflix, vous n'êtes pas à côté de la nature. Ou quand vous êtes derrière votre ordinateur, vous n'êtes pas à côté de la nature. Et en fait, le fait que vous viviez pas, enfin qu'on vit pas totalement en symbiose avec cette nature, etc., fait qu'on prend des décisions qui vont à son encontre. Et mon seul conseil, c'est observer, aller, respirer la nature, etc., puis vous dire que en fait c'est génial et que ça vous n'avez pas envie de le perdre. Et comme vous n'avez pas envie de le perdre, ben, du coup, tous les conseils que Kim et Louise ont dit, ben, vous allez les appliquer naturellement. Et voilà, pour moi, c'est plus philosophique, quoi. Vraiment, aller au contact de cette nature et préserver-la, quoi. Pour la comprendre. Oui, ça nous rappelle toujours pourquoi on fait ça. Du coup, on arrive sur la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous auriez aimé développer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Non, pour ma part, c'est bon. Vos questions étaient super pertinentes. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci à vous d'être venus. Et on peut passer s'il y en a qui ont des questions, peut-être. Oui, bien sûr. Si, je sais pas, si le public. Vas-y, Justine. Déjà, vraiment, merci beaucoup pour tout ce développement. Enfin, c'est super encourageant. Moi, ça me donne raison sur tous les choix que je fais depuis plusieurs années. Et des fois, on se sent seul, justement. Et du coup, voir qu'il y a des professionnels, et puis entre le côté numérique et puis écologique, on dit est-ce que vous compatible et tout ça. Donc, en fait, on se rend compte que oui. Donc, moi, c'était une question simple par rapport aux clients. Est-ce que quand des fois ça ne mature pas du tout avec un client et qu'on a beau essayer d'expliquer, de comprendre, d'essayer d'apporter une explication, des arguments sur le fait de mieux designer un site internet et qu'il n'y a pas de solution, vous faites comment à ce moment-là Qu'il n'y a pas d'échange pertinent. Après, j'avoue que souvent je propose 2 solutions, j'en propose pas 1000. J'essaie de leur montrer que dans cette solution-là, il peut y avoir des multitudes de choix en fait possibles. Et du coup, j'essaie toujours, comme je disais tout à l'heure, d'équilibrer et de négocier. Déjà, le fait de... là, moi, quand je fais le site internet, j'ai de la chance, c'est que je fais le choix et j'essaye de pousser les personnes à partir de certains hébergements, à aller dans d'autres hébergements, etc. Donc, j'ai un certain pouvoir, on va dire, professionnel de leur expliquer le pourquoi du comment. Je ne fais pas qu'une petite étape où ça serait hyper frustrant pour moi. J'ai vraiment l'ensemble du projet, normalement, dessus. Après, il faut être résilient. Si la personne, elle n'est pas prête à écouter ça, c'est qu'il n'est pas prêt à faire ce projet à fond. Donc, il faut aussi savoir dire, je pense que ce projet-là, en tout cas, notre relation de travail, elle peut peut-être pas se faire aujourd'hui ensemble et essayer de voir si toi, tu peux lui apporter quand même un minima aujourd'hui. Et si vraiment la relation ne se fait pas, c'est qu'elle ne doit pas se faire, tout simplement. Et peut-être expliquer en amont, en fait, comment tu travailles. Expliquer les arguments petit à petit, etc. Et en fait, avoir confiance en toi. C'est-à-dire, tu expliques vraiment, voilà pourquoi je suis experte en et qu'est-ce qu'il va gagner. Voilà. En fait, il y a vraiment qu'est-ce que tu gagnes dans cette solution-là à être avec moi. Au contraire, si tu fais ça, tu vas pouvoir faire ça. Et en fait, cette personne-là ne le voit pas. Donc, si tu arrives à lui expliquer, à lui montrer ça, il va dire, OK, pourquoi pas, etc. C'est toujours une sorte d'argumentaire, mais vraiment, s'il y a tout le temps un conflit, il faut essayer d'être résilient, d'essayer de le comprendre, de l'écouter et dire à un moment donné, si vraiment il n'y a pas de finalité possible, à dire, voilà, l'échange était sympa, etc., mais aujourd'hui, on n'est pas fait pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble, mais c'est pas grave.
Et puis voilà, et prendre du recul avec ce client-là, si possible, si tu peux. Je sais que c'est plus difficile quand tu dépends d'une entreprise. Quand c'est ton entreprise, tu peux te le permettre aussi également. Après, ça se fait un peu naturellement aussi, comme le disait, c'est-à-dire que si tu sens un point de friction avec ton client, lui va le sentir aussi, et du coup, naturellement, enfin, ça va peut-être pas le faire, quoi. C'est un peu pareil que quand tu choisis un coach pour accompagner dans une entreprise, ben, souvent le coach, il va dire « je viens », mais c'est aussi toi qui le choisis, ce coach, entre guillemets. Donc du coup, il se peut que, en fait, ça matche pas, et il n'y a pas de souci avec ça, c'est normal. Et du coup, toi, tu seras sereine, entre guillemets, peut-être si ça ne matche pas, en disant, bah, au moins, je vais pas mener un projet qui va me mettre sous stress, etc., quoi. Tu choisis un peu tes projets aussi également. Enfin, la manière dont tu vas communiquer, notamment sur ton site internet, ou etc., ou autrement. Ça peut même être ta carte de visite, faire une carte de visite ensemencée, où j'avais une copine, j'avais bien aimé ce qu'elle faisait. Elle prenait les paquets de céréales, elle les découpait et elle faisait ses cartes de visite dessus, enfin, etc. Et vu que les personnes, de toute façon, les gardent pas forcément, etc. Et en fait, ta communication va faire que la personne va comprendre, va adhérer aussi à tes valeurs, etc. Et potentiellement, une personne qui va venir vers toi, elle a aussi des attentes dans ce sens-là. Elle va pas venir vers toi. En fait, ta particularité va faire, ta différence va faire que ton client va venir de manière, on va dire, naturelle. On a une stratégie en marketing qu'on appelle ça le inbound marketing. C'est la personne, elle vient vers toi naturellement par ta communication. En gros, tu vas cibler les personnes qui vont être plus ou moins sensibilisées par ça. Et ça va faire... ça va attirer d'autres personnes finalement, qui ne sera pas ta cible principale, mais au fur et à mesure, ça sera des personnes qui vont être sensibilisées dans un second temps. Et puis ça va se faire assez naturellement. Pas de souci. Est-ce que tu peux t'approcher un peu pour qu'elle entende bien la question? D'accord. Oui, on a beaucoup parlé de responsabilité individuelle, mais est-ce que vous pensez que ça va être efficace pour du coup lutter contre la crise écologique et qu'il ne faudrait pas un peu de contraintes collectives? C'est ça ma question. Héloïse, est-ce que tu as entendu la question? Est-ce que tu veux y répondre? Oui, j'ai cru comprendre, demander si il fallait une synergie plus nationale, plus collective à partir de ces initiatives individuelles. Je pense que la société elle change par des énergies qui se font bien souvent par le bas. Enfin, je veux dire, il y a des initiatives personnelles qui vont se déployer par l'entrepreneuriat, par des associations, par des gens qui, au sein d'institutions, vont être sensibilisés, etc., qui vont, avec leur marge de manœuvre, avoir un impact avec les personnes qu'ils ont autour d'elles, leurs partenaires, leurs fournisseurs, etc. Et après, il y a une espèce d'énergie qui se crée au sein de la population qui fait qu'il y a des écosystèmes d'acteurs qui se créent et des actions. Enfin, je veux dire, après, les associations elles vont travailler avec les institutions. Et en fait, on termine toujours par le législatif, puisque le législatif, souvent, il a un temps de retard avec la société. Enfin, on le voit bien à chaque fois qu'il y a il y a des lois sur l'environnement. Souvent, ça vient d'une volonté de l'opinion publique et une pression des associations ou des ONG, des choses comme ça, ou une volonté de certains professionnels qui fait que le sujet n'est plus, on peut plus l'éviter et on va légiférer et ensuite ça va entraîner les derniers résistants, on va dire, qui ont du mal et qui ont besoin qu'il y ait une normalisation pour changer. Mais du coup, je pense que l'action individuelle, elle est indispensable, mais on peut pas la décorréler de l'action institutionnelle et de la législation. En fait, c'est des vases communicants et chacun doit s'entraîner, en fait. Mais nous, en tant qu'individus, pour pas se laisser non plus décourager et pour faire notre part, on doit créer cette énergie et impulser des changements. Parce que si on attend que ce soit dans l'ordre, en fait, que ça vienne du haut pour redescendre vers le bas, ben, on peut attendre longtemps. Oui. En gros, c'est intéressant ce qu'ils font en haut,
toute façon, mais il faut pas attendre qu'il y ait quelque chose du haut pour agir individuellement. En fait, ensemble, on va pouvoir collectivement créer un collectif. Et il faut le faire. Et oui, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut qu'il y ait de la réglementation, de la régularité et en fait des tampons en disant stop. Enfin, votre consommation d'énergie est atteinte aujourd'hui. C'est très bien. Vous ferez mieux demain. Enfin, et voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un mode où tu as le droit d'utiliser tant d'énergie, etc. à ta consommation. Tu en fais ce que tu veux, tu utilises comme tu veux, mais là, tu peux pas. Ta série Netflix, tu t'es regardé 2 séries aujourd'hui, bah tant pis, demain, ça sera, tu attendras demain ou dans 2 jours pour savoir la suite. C'est compliqué de dire ça comme ça parce qu'on est dans le tout consommation et moi-même aussi, hein, quand je regardais une série qui vient de sortir, j'avais envie de la dévorer en entière et je l'ai fait. Mais par contre, ça fait 1 semaine, 2 semaines, j'ai pas regardé de séries, etc. Enfin, et voilà, je fais autre chose, je lis des bouquins, il y a d'autres choses qui m'animent, hein, il n'y a pas que la télé, tant mieux. Et voilà, et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir une réglementation à moyen long terme, oui. Je pense que c'est nécessaire. La problématique, comme a dit Héloïse, c'est que ça prend du temps. Et le temps, on n'en a pas besoin. Donc, il faut qu'on soit aussi rigoureux nous-mêmes individuellement et qu'on n'attende pas qu'il y ait une règle derrière nous en disant « Attention, Pampan voilà. Certains auront besoin de ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on doit individuellement prendre conscience de ça pour pouvoir amener des changements dans nos habitudes. En fait, c'est plus que nécessaire aujourd'hui. Ouais, juste pour rebondir, c'est exactement ça. On a besoin de ce cadre, on a besoin de légiférer, mais en fait, on aura ce cadre et on aura cette législation seulement si il y a une dynamique qui part du bas et d'un certain nombre d'acteurs. Ça se fait pas, ça se fait pas sinon. En fait, on le voit bien à chaque fois. Il faut qu'il y ait une certaine pression et une certaine dynamique d'une partie de l'opinion et des acteurs et des citoyens, quoi. Mais on en a besoin. Pour compléter un peu ce que vous dites, elle est rigolote ta question parce qu'en fait, tu fais partie du collectif. Enfin, un individu fait partie du collectif. Donc fatalement, tu as un impact et tu as un rôle à jouer dans ce collectif. Et imaginons une entreprise où personne veut travailler parce que plus personne veut travailler pour cette entreprise parce que les responsables, ils ont pas des pratiques vertueuses, etc. Au final, cette entreprise vit plus. Donc, tu as une sorte de pression par le bas, comme disait Héloïse. Et en fait, tu arrives à faire changer, tu arrives à faire basculer. Et en fait, ce responsable, peut-être qui fait partie du lobbying de je sais pas trop quoi, etc. Tu arrives à basculer un peu. Ça prend du temps. Ça se fait pas en un jour. Le temps, on n'en a pas beaucoup, mais vaut mieux avancer plutôt que se dire bon, on arrête, ça sert à rien. Et en fait, comme ça, tu vas arriver à faire basculer, etc., à faire pression pour avoir des lois, pour avoir des choses comme ça. Mais ça vient quand même de nous, quoi, de nous-mêmes. Le changement, en fait, on rayonne une fois qu'on change, on va rayonner à côté, etc. En agilité, on a une pratique qui s'appelle, pour la mise à l'échelle, on a un truc qui s'appelle SAFE. Soit on impose et on dit maintenant vous êtes tous agiles, on va faire l'agilité à l'échelle, machin. Soit on a une pratique qui est l'inverse de safe, qui est less. Et en fait, c'est une petite équipe qui marche bien. Ça marche bien, elle est agile, etc. Et en fait, par cet exemple, par le fait qu'elle marche bien, elle rayonne un peu. Et du coup, ça permet de mettre à l'échelle progressivement. C'est assez intéressant comme méthode et souvent je fais le parallèle avec le changement nous-mêmes envers des pratiques plus vertueuses, plus écologiques, etc. Donc ça vient de nous citoyens, nous employés, nous membres d'une famille, etc. Parce que vous pouvez aussi jouer dans votre famille en fait. C'est difficile, mais c'est un peu triste aussi de parler de bas et de haut aussi encore côté hiérarchie. Comme la loi vient d'en haut et le peuple, on peut dire ça comme ça, subit entre guillemets ou initie les choses également. Normalement, on vote nos élus. Normalement, en fait, ce pouvoir-là devrait être aussi également dans nos mains, en fait. Et on a aussi ce côté-là où on est toujours en attente de quelque chose, en attente d'un changement, des actions. Et en effet, je pense que justement, individuellement, on a ces actions-là dans nos mains. Et il faut qu'on puisse le faire à notre échelle, même si ça ne va pas assez rapidement, aujourd'hui en tout cas. Oui, et pas oublier notre pouvoir de citoyen, que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas forcément d'impact. Mais
enfin, je veux dire, pour que la législation aille dans le bon sens, etc., on a encore notre vote et notre pouvoir de citoyen avec les élus qu'on va choisir, qu'on va élire. Enfin, je veux dire, on a plusieurs moyens d'action en tant qu'individu, par notre vote, notre consommation, la profession si on peut choisir, l'influence qu'on va avoir envers nos proches, nos amis. Enfin, il y a différents niveaux d'action et de rayonnement. Et il faut pas si on peut, on n'en néglige aucun. Et sinon, aussi, on fait en fonction de sa sensibilité, de son caractère, etc., quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Ok. Bon, bah, on va finaliser là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à Héloïse et Oui, Kim merci. pour cet échange. Merci également à vous deux. Merci à vous tous.